Donc bienvenue à cette table ronde. Nous avons la joie d'accueillir deux personnalités du monde de l'Internet. Donc Valérie Revelu, qui est la créatrice du site du webzine Onirique, créé en 2004. Elle est la rédactrice en chef du webzine et elle s'occupe plus particulièrement des pages littérature et télévision. Nous avons également Karen Haroche, qui est la créatrice du forum Au Boudoir Écarlate, qui est un forum très dynamique en ce moment, et qui est aussi professeure d'histoire, accessoirement, voilà, qui est une lectrice de romances depuis qu'elle est toute jeune. Et d'ailleurs, sa passion pour la romance historique a été à l'origine de sa vocation de professeur d'histoire. Je crois qu'on peut le signaler. Ensuite, nous avons deux auteurs. Donc, Cassandra O'Donnell, qui est l'auteur de la série d'urban fantasy Rebecca Keane, dont le 4e tome sort cette année, qui a connu un grand succès. Et ce mois-ci, en mars, sort chez J'ai lu sa première romance historique, Sans orgueil ni préjugés. Ensuite, nous avons l'auteure britannique Elizabeth Aston, qui est une spécialiste de Jane Austen, et l'auteur d'une série de 6 romans qui poursuivent les aventures des enfants de Darcy et Elisabeth. 3 sont sortis en français chez Milady Romance, Les filles de Monsieur Darcy, Les aventures de Miss Alethea Darcy et Darcy dans l'âme qui sort ce mois-ci, en mars, donc chez Milady Romance. Donc, pour commencer cette table ronde, je pense qu'il n'est pas inutile de parler du terme de romance. C'est avec beaucoup de joie et d'émotion que je le vois employé au Salon du Livre, parce que c'est un terme qui a été vraiment choisi par les lectrices francophones pour désigner le genre littéraire qu'elles aiment, qui a été préféré à des termes qui étaient utilisés autrefois, on va dire, comme roman d'amour, évidemment, mais surtout roman sentimental, voire roman à l'eau de rose, qui sont des termes qui sont assez péjoratifs dans le fond. Et donc on a francisé le terme américain qui est donc le terme de romance. Donc qu'est-ce qu'on entend par romance? C'est bien aussi de préciser. Donc la définition que je vais vous donner d'une définition qui a été pensée par les auteurs de romances américaines. Donc une romance, c'est un roman dont l'intrigue principale est centrée sur une histoire d'amour. Attention, une histoire d'amour qui finit bien. Voilà. Donc, pour parler un petit peu de la même chose, donc un homme et une femme qui sont clairement identifiés au début du roman et qui finissent en couple et heureux. Nous avons construit cette table ronde autour de la question qui était posée dans la présentation: la romance n'est-elle qu'une mode? Donc on a l'ambition de vous montrer que non, la romance n'est pas une mode, mais bel et bien un genre littéraire, au même titre que le policier ou la science-fiction. L'auteure Pamela Régis, qui est une universitaire, qui a publié en 2003 un livre qui fait référence sur l'histoire de la romance, dit que c'est le genre qui rencontre le plus de succès et le moins de respect. Alors, pour donner quelques chiffres simplement sur la romance aux USA, c'est un genre qui représente 1,3 milliard de dollars de chiffre d'affaires. C'est 40% du marché de la fiction. Alors que, pour donner un ordre d'idée, le policier ne représente que 30% de la fiction aux États-Unis. Donc la romance est un genre qui rencontre plus de succès que le policier encore. Ça représente aussi plus de 50% des romans vendus au format poche aux États-Unis. En France, il y a une étude du ministère de la Culture qui date de 2010, qui répertorie 933 romans publiés sous le label donc sentimental, puisqu'il garde cette appellation-là. Ça représente quand même 10% du marché de la fiction, sachant que la romance n'est pas vendue en librairie, mais exclusivement dans les relayages ou en supermarché, sachant qu'en 2010, il n'y avait qu'en tout et pour tout 2 éditeurs de romance. C'est un petit peu comme si un coureur de 100 mètres se présentait sur la ligne de départ à cloche-pied et les 2 mains dans le dos. Donc représenter 10% du marché dans ces conditions-là, je crois que c'est quand même assez impressionnant. Ceci dit, même les modes peuvent avoir des chiffres d'affaires impressionnants. Donc la romance n'est-elle qu'une mode? On revient à la question. Qu'est-ce qui différencie un genre littéraire d'une mode? C'est peut-être la longévité. Donc on va commencer par voir un petit peu à quand remonte la romance en tant que genre.
Alors bien sûr, il y a toujours eu des romans dans lesquels il y avait une histoire d'amour. Ça, je crois qu'on peut citer éventuellement Jane Austen, évidemment, dont on va parler plus tard, et bien d'autres auteurs classiques. Mais la romance, en tant que genre, on peut la faire remonter à peu près au début du XXe siècle, avec des éditeurs comme Mills & Boon en Angleterre, et puis en France, nous avions également des auteurs comme Délier et Max Duveuzy. Il y a clairement au début du XXe siècle, en fait, un lectorat populaire féminin qui est alphabétisé depuis peu, et ce lectorat populaire féminin est massivement demandeur d'histoires d'amour. Donc on peut retracer les débuts de la romance un petit peu à cette époque-là. Donc ce genre, à partir de cette époque-là, n'est pas très bien considéré, parce qu'évidemment c'est une lecture populaire, une lecture qui est destinée aux femmes, donc tout ça fait que c'est pas très bien considéré dans les milieux littéraires. Et du côté féministe, c'est pas mieux, parce qu'en fait, au départ, en tout cas en France, la romance a été lancée dans un périodique qui s'appelait La Veillée des Chaumières, et dont l'objectif avoué était d'indiquer aux femmes quelle était leur place dans la société et quelle était la façon dont elles pouvaient rencontrer le bonheur, et qui était uniquement de trouver un mari et d'avoir un foyer et des enfants. Donc du coup, les féministes, aussi bien que le monde littéraire plutôt masculin, à partir de là, considéraient la romance vraiment comme un genre, même pas comme un genre d'ailleurs, comme une chose tout à fait mineure, on va dire. Donc on a choisi de développer 4 axes pour vous présenter un petit peu la romance. Donc le premier axe, c'est la romance est un genre ancré dans une tradition littéraire qui remonte à peu près au 19e siècle. Et puisque nous avons avec nous Elizabeth Aston, bien entendu, nous allons parler de Jane Austen. Donc Elizabeth Aston connaît très bien Jane Austen puisqu'elle a étudié avec le biographe de l'auteur, David Cecil. Et cette année, il se trouve qu'on fête les 200 ans de la publication de Orgueil et Préjugés, qui est son roman le plus célèbre. C'est un auteur qui est universellement apprécié, alors que ce soit par les milieux universitaires, elle est très étudiée dans ces milieux-là, mais également par les lecteurs, puisque 2 siècles plus tard, vraiment, ces romans sont lus par énormément de gens, et pas seulement pour étudier le genre littéraire, le style, l'époque, mais vraiment pour le plaisir, pour lire par divertissement. Donc c'est un auteur qui est un petit peu un phénomène, et je voulais demander à Elizabeth Aston qu'est-ce qui, à son avis, fait que 2 siècles plus tard, Jane Austen est aussi lue et aussi appréciée dans tous les milieux. Well, I'm delighted to be here, and first of all, I would like to apologize for speaking in English and not in French. My French is from school and not very good, so I'm very grateful to have a translator. I think the phenomenon of Jane Austen, that 200 years after Pride and Prejudice was published, that she should still be a bestseller, and although she is dead, she has become very glamorous and really a celebrity. Alors déjà, je suis très très heureuse d'être ici, hein, et je vous présente tout d'abord mes excuses pour ne pas parler français. Mon français remonte à l'école et je pense qu'il n'est pas tout à fait suffisant pour ce matin, donc je suis heureuse d'avoir une traductrice. La première chose, c'est que le phénomène de Jane Austen, hein, qui 200 ans après la publication de Orgueil et Préjugés a encore aujourd'hui du succès et se vend encore très très bien, hein. Je crois que c'est parce que c'est quelque part un personnage qui est glamour, hein, et c'est en son genre un peu un personnage people. And I think to ask why she's still read is a bit too like to ask why we still listen to Mozart. Because I think if I was going to compare Jane Austen to a musician, she is the Mozart of writers. And although her romance and her story, and we all love Mr. Darcy, and he set the level very high for the romantic hero, is still the books have a profundity and a greatness to them, which is far beyond any temporary feeling that this is just a love story and who cares. Nothing lasts for 200 years.
and still brings delight to every new generation if it's not, doesn't have something very deep to say to everyone. Alors, je crois que quand on pose la question comme ça, en disant mais pourquoi est-ce que quelqu'un comme Jane Austen est encore lu aujourd'hui, hein, c'est un peu comme si on se demandait pourquoi on écoute encore du Mozart aujourd'hui. Et je pense que d'une certaine manière, si je devais comparer Jane Austen à un musicien, je dirais que Jane Austen est le Mozart de la littérature. Hein. C'est vrai qu'elle a d'une certaine manière, avec ses livres et avec la création du personnage de Darcy, inventé un héros romantique qui d'une certaine manière a été un véritable standard, qui est un modèle un peu difficile à égaler, hein, mais ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est un auteur qui est aujourd'hui reconnu pour toute la profondeur qu'il y a dans ses livres, et je ne crois pas qu'on peut, 200 ans après une première publication, apporter encore de la joie à des lecteurs s'il n'y a pas dans le livre quelque chose qui va au-delà d'une figure romantique un peu idéale et réussie. Hein. Ça veut dire que dans les livres de Jane Austen, il y a une véritable profondeur qui touche encore aujourd'hui. And also, I mean, Jane Austen does what all writers want to do. She creates wonderful characters in difficult situations. And also, as a bonus, which is not true of all romance, but I always welcome, is that she brings humour and a biting satire to her work, which gives it an extra dimension. But you can't read Pride and Prejudice. You might fall in love with Mr. Darcy or you might not, but you have to smile and you have to laugh at the characters in the book because they're so delightful. Alors je crois que de toute façon, hein, ce que Jane Austen, elle réussit ce que rêvent de réussir à peu près tous les écrivains, c'est-à-dire qu'elle arrive à créer des personnages merveilleux auxquels elle fait vivre des situations absolument extraordinaires. Hein. Et en même temps, c'est quelqu'un qui sait faire preuve d'un véritable humour et qui, d'une certaine manière, est quelqu'un qui a aussi un vrai talent satirique hein, dans ses livres, ce qui donne évidemment à ces personnages une dimension supplémentaire. Alors, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui lit Orgueil et Préjudice peut ne pas tomber amoureux de Darcy, mais en même temps, il est bien évident qu'il va se retrouver à sourire et à rire de tout ce qui se passe dans le livre. Ah bon, alors voilà, c'est pas possible de ne pas tomber amoureux de Darcy. Hein. But I think, in reality, if one had fallen in love and married Mr. Darcy, it would be a very difficult relationship. I think he's a very complicated, clever, difficult man. Mais je pense que dans la réalité, hein, si quelqu'un était tombé amoureux de Darcy et l'avait épousé, hein, je pense que les choses n'auraient peut-être pas été aussi idylliques qu'elles semblent quand on caresse seulement l'idée, parce que je crois que Darcy, c'est un personnage qui est très intéressant, mais qui est compliqué, difficile, et que peut-être le bonheur ne serait pas aussi complet qu'on l'avait rêvé. Alors autour de l'œuvre de Jane Austen, ce qui est très surprenant également, c'est qu'il y a énormément d'auteurs contemporains qui écrivent aujourd'hui autour de l'œuvre de Jane Austen, c'est-à-dire qu'ils font soit des suites de l'œuvre, donc on peut... alors ma complice Fabiola Chenet a fait un très beau dossier là-dessus dans un des numéros de notre webzine. Elle avait recensé pas moins de 25 auteurs, et il y en a bien plus encore, mais 25 auteurs qui avaient fait plusieurs séries, donc soit sur les descendants, comme Elizabeth Aston, soit en écrivant les romans de Jane Austen, mais comme ils étaient écrits exclusivement du point de vue des femmes, en les écrivant du point de vue des hommes. Donc c'est le cas de Amanda Grange, qui est également publié chez Milady Romance. Et ensuite, il y a aussi des auteurs qui écrivent des variations, alors qui sont des plus fidèles à l'œuvre jusqu'aux plus incongrus. On peut évidemment citer Orgueil et Préjugés et Zombies de Seth Graham Smith, qui a été publié en 2009 chez Flammarion, et également Pride / Prejudice
qui a été écrit par Anne Erendine, une américaine en 2010, dans lequel, alors accrochez-vous, elle postule que en fait, Monsieur Darcy est totalement opposé au fait que son ami Bingley courtise les sœurs Bennet, parce qu'en fait, ils ont une amitié particulière, c'est-à-dire une relation homosexuelle. Voilà. Donc, Jane Austen fait couler énormément d'encre. Alors, qu'en pense Elizabeth Aston? Pourquoi tant d'auteurs s'intéressent-ils à l'œuvre de Jane Austen? Et est-ce qu'à sa connaissance, c'est un fait unique pour un auteur, ou est-ce qu'il y a d'autres auteurs comme ça qui sont retravaillés de façon contemporaine? I can't think. I mean, obviously, to some extent you could call it fanfic. I think it began with people completing the novels that she began, Sanditon and the Watsons, and she never finished. And I know when I first read Jane Austen, in fact, older than I should have done, because I was named after Elizabeth Bennet, because both my parents were great Jane Austen fans. And as I grew up, people kept on giving me copies of Pride and Prejudice. And I was very resentful, because I thought, I don't want to be named. How sad to be named out of a book, somebody who never existed. So I resisted and resisted reading the books until I was about 13 or 14, and then I read Pride and Prejudice. And I think I didn't sleep for a week because I just wanted to read all of them. And then I was so unhappy that there were only 6 books. Parce que sinon j'oublie la fin, si je commence trop vite. Alors on peut dire en fait que ce phénomène de livres qui s'appuie sur les livres de Jane Austen, c'est peut-être une littérature en fait de fans, des fictions de fans. C'est vrai qu'au départ, je crois que le phénomène part de ce roman qu'elle n'avait jamais terminé, qu'il y a des gens qui ont envie de terminer. Moi, en fait, j'ai lu Jane Austen pour la première fois, j'étais un petit peu âgée, ce qui peut paraître un peu surprenant, puisque mes parents, qui étaient tous les deux des grands admirateurs de Jane Austen, m'ont prénommée Elisabeth en raison d'Elizabeth Bennet. Et évidemment, les gens n'arrêtaient pas de me donner des livres, n'arrêtaient pas de me donner des copies d'Orgueil et Préjugés. Ça me rendait un peu furieuse que mes parents m'aient prénommée comme une héroïne de roman, un personnage, quelqu'un qui n'avait jamais existé. Ça me plaisait pas du tout. Jusqu'à ce que finalement, à 13 ou 14 ans, je finisse par succomber, je mette le nez dans Orgueil et Préjugés, et que là, je le lise et que ça me prenne incroyablement. Et je voulais tous les lire. Je crois que j'ai pas dormi pendant une semaine. Et puis, je me suis retrouvée très très frustrée parce qu'il n'y en avait que 6 livres décrits par Jane Austen. And I think that is one of the reasons that she only wrote those 6 wonderful novels. And so when you read them and you love her world so much and her heroines, that you feel it's sad that there are more and that she didn't go on, she died so young, and what she might have gone on to write. And I think that's part of the reason why writers choose to write sequels or variations on her books. It's partly a kind of love story for the writer herself, and partly a feeling that we just want more, not obviously that we can compare with what we write with what Jane Austen wrote. But I think that's part of the reason why, of all the authors, she is the one who has inspired so many sequels and variations. Alors oui, je crois que c'est pour ça sans doute qu'il y a tant de variations ou de suites à ces romans, puisqu'elle n'en a écrit que 6, parce que on aime tellement son œuvre, on aime tellement aussi ses héroïnes, et elle est morte si jeune que effectivement elle n'a pas pu écrire davantage, que d'une certaine manière tous les gens qui aiment Jane Austen bien sûr ont quelque part dans leur tête ce qu'elle aurait pu encore écrire, ce qu'elle aurait pu encore achever si elle n'était pas morte si
jeune. Donc je crois qu'en même temps, l'explication, c'est à la fois un véritable amour pour le travail de Jane Austen et c'est en même temps une volonté d'en avoir plus, hein, une espèce d'envie et d'avidité pour quelque chose qui aurait pu exister, qu'on essaye hein, de prolonger d'une certaine manière, tout en sachant bien, évidemment, qu'on ne peut absolument pas arriver au niveau du talent dont elle a su faire preuve avec ses livres. Donc on va parler un petit peu de votre série maintenant. Donc vous avez écrit 6 romans qui sont des suites en imaginant que Darcy et Elisabeth avaient 5 filles et 2 garçons. Et donc que se passe-t-il à la génération suivante et également dans la famille Darcy? Donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre série, dont le 3e tome, je le rappelle, est publié ce mois-ci chez Milady Romance? Well, it always is interesting to think that from these marriages that at the end she says, you know, it was a happy marriage, and you always wonder what actually it would be like and what the next generation would be like. And I thought it would be fun as a kind of riff on Pride and Prejudice to give Darcy and Elizabeth 5 daughters, like the 5 Bennet daughters. But of course the 5 daughters of a Mr. Darcy would have had a very different outlook on life and a very different situation to the Bennet girls. But even so, given the time and their circumstances, they would be looking for themselves to find husbands and to make successful marriages. And so that was really the inspiration. And the series doesn't follow the fate of the 5 daughters faithfully. They're all in the first book, but then we move on to other members of an invented Darcy family. So I bring back a lot of favourite characters from Jane Austen, and one of the books tells us about Charlotte Collins's daughter, and so it's simply to see what would happen afterwards, how the next generation would develop. Alors c'est vrai que c'est toujours intéressant hein, quand on arrive à la fin d'un livre et puis qu'on a ce mariage heureux et puis ça s'arrête là. Donc du coup, obligatoirement, en tant que lecteur, on se dit mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé hein, comment était ce mariage et puis comment était la génération suivante hein. Et donc c'est comme ça que je suis partie. En fait, à partir d'Orgueil et Préjugés, j'ai décidé que voilà, Darcy allait avoir 5 filles, à l'image des 5 filles des Bennet dans Orgueil et Préjudice. Hein. Et j'ai d'une certaine manière essayé de voir comment les choses... évidemment, alors pardon, excusez-moi. Les 5 filles hein, de Darcy, évidemment, elles vont avoir une vie différente des 5 filles Bennet. Elles vont aussi avoir un regard sur la vie qui est différent. Hein. Bien sûr, en fonction de l'époque, elles vont se chercher un mari, elles vont essayer de faire un bon mariage. Donc, ça a été ça la base de mon inspiration, hein, essayer de voir ce qu'il était advenu de ce mariage et ce qui s'était passé pour la génération suivante. La série donc, ne s'intéresse pas de manière linéaire hein, aux 5 filles. Les 5 filles sont présentes dans le premier volume de la série, hein, celui qui doit s'appeler Les filles du docteur Darcy chez Milady, je pense. Et du coup, après, je vais amener plein d'autres personnages hein, de la famille Darcy qui étaient présents. Par exemple, je vais donner vie à la fille de Charlotte Collins. Donc voilà, ça se développe pas de manière très... C'est pas un livre par fille. Hein. Thank you, Lizzie. Donc maintenant que nous avons un petit peu vu les racines historiques de la romance, on va développer plus particulièrement la romance contemporaine. Donc la romance contemporaine en tant que genre, on peut la dater très précisément puisque l'ouvrage qui est considéré comme fondateur du genre est Quand l'ouragan s'apaise de Kathleen Iwo Lewis, qui a été publié en 1972. Donc c'est vraiment considéré comme le départ de la romance moderne. Donc la romance moderne naît au début des années 70 aux États-Unis.
Juste quelques jalons. Donc en 2000 a été créée la Société des auteurs de romances américaines, qui aujourd'hui regroupe plus de 10 000 membres, dont 2000 auteurs publiés, 2000 auteurs américaines publiés aux États-Unis. En 2007 a été fondée aussi une association d'universitaires pour promouvoir l'étude universitaire de la romance dans les différentes disciplines, que ce soit ethnologie, sociologie, littérature évidemment. En France, pour ce qui est de la France, l'éditeur Harlequin, qui est le principal éditeur de romance évidemment, arrive en 78 et dès les années 80, on trouve les éditeurs Presse de la Cité et J'ai lu qui se lancent dans ce genre-là. Donc historiquement, la romance moderne date d'une trentaine d'années en France. Donc on revient à la question, la romance est-elle une mode? Si c'est une mode, elle a quand même la vie dure, quoi. Donc, deuxième axe, après les fondements historiques de la romance moderne, la romance moderne est un genre qui évolue en permanence. C'est-à-dire que les gens qui ne connaissent pas la romance ont pour la plupart l'idée reçue que la romance est toujours la même chose depuis justement les années 70 ou 80. Rien n'a évolué, c'est une histoire d'amour et c'est une répétition éternelle. Et donc on va se tourner vers Valérie qui va nous parler de l'évolution de la romance telle qu'elle a pu la vivre en tant que lectrice et à travers donc son webzine onirique qui fait des chroniques de romance depuis quelques années déjà. Oui, alors bonjour. Étant quelqu'un qui travaille beaucoup par Internet, je ne suis pas très douée pour parler devant toutes ces personnes, mais je vais essayer de faire au mieux. Alors, pour savoir, pour beaucoup de gens, la romance c'est un genre gnangnan. Alors pourquoi gnangnan? C'est parce qu'il se rapporte à des choses que vous avez... Enfin, des fois ils ont ouvert un livre il y a 30 ou 40 ans, ou même 20 ans, et c'est vrai que c'est totalement différent avec ce qu'on connaît maintenant. Alors, je vais vous rappeler quelques faits, parce que c'est pas si loin que ça, mais je pense qu'on les a oubliés. C'est que en 1967, il y a une loi qui a permis aux femmes de pouvoir prendre un moyen de contraception. Avant, on n'avait pas le droit. Je sais même, enfin moi en le disant ça m'étonne. C'est-à-dire qu'il y avait, après la Première Guerre mondiale, les Français se sont rendus compte que les Allemands se reproduisaient beaucoup. Et donc ils se sont dit, voilà, il faut faire pareil parce que bon, je ne sais pas s'ils se pensaient qu'il allait y avoir une deuxième guerre mondiale, mais il fallait faire quelque chose. Et donc il y a eu une loi en 1920 qui a interdit toutes sortes de méthodes de contraception pour repeupler la France. Alors, c'est-à-dire que la femme n'avait quoi comme futur? La femme n'avait que comme futur de faire des enfants, de se marier et de faire des enfants. Et si vous imaginez bien, donc bien à tous ces bons mariages qu'on pouvait faire, mais voilà, on était réduit à ça. Bon, arrêtez de rigoler. Savez-vous aussi que de 1810 à 1975, une femme pouvait être condamnée pour adultère? C'est-à-dire que si elle était prise en délit d'adultère, elle allait en prison, elle pouvait aller en prison. Le mari, enfin l'homme, lui, au mieux, il avait une petite amende s'il avait amené sa maîtresse au foyer conjugal. Voilà, donc voilà à quoi résumer toutes les aspirations des femmes, c'est-à-dire avoir un bon mari, faire des enfants pour s'occuper parce qu'elle n'avait rien d'autre à pouvoir faire. Et ça, c'est la romance telle qu'on l'a connue les premiers temps, comme a dit Agnès, à partir de 78, 80 et tout ça. Ces romances-là étaient basées sur des auteurs qui connaissaient que ce genre. C'est-à-dire que quand vous ouvrez, eh ben, les femmes, elles n'avaient qu'une envie, elles n'avaient qu'un modèle, c'était avoir des enfants, elles étaient vierges, parce que ça c'était... Et arrêtez de rigoler là, hein, je vous vois. Mais c'est vrai. Voilà, et j'ai eu l'occasion intéressante de rencontrer Madame Sulero, qui est donc une des créatrices du planning familial. Je ne sais pas si vous êtes déjà demandé à quoi sert, ce que voulait dire ce nom, planning familial. Ben, ça veut dire pouvoir proposer aux femmes un planning, une possibilité de futur. C'était pas du tout pour la liberté sexuelle, même si c'est une des corollaires, mais c'était pour pouvoir donner aux femmes des moyens de contraception afin que leur couple puisse être, comment dire, autre que reproductif, avoir des relations sexuelles qui soient récréatives et pas seulement reproductives. Mais non, mais ça vous fait rire, mais c'était c'était comme ça. Non, mais c'est vrai, hein. Et moi j'ai 46 ans, hein, je suis née à cette époque, et je peux vous dire que moi j'ai été élevée comme ça. Heureusement, hein. Bon.
c'est des changements capitaux. C'est des changements qui ont pu donner à la femme une possibilité de futur de travail. Donc les lectrices de romance voient ça. Elles voient qu'au fur et à mesure des années 90, 2000, la femme, elle a une carrière. Déjà, elle recherche aussi un compagnon pour son propre plaisir et non pas pour son futur et procréer une famille et tout ça. Et cette évolution, les lectrices de romance la connaissent, mais ceux qui ne connaissent pas la romance, eh ben, ils en sont restés à la jeune infirmière face au docteur, à la forte, comment dire, au machisme très prenant, et voilà quoi. Donc quand vous rencontrez des personnes qui vous disent ça, maintenant vous pouvez dire, mais attendez, il y a eu une époque où la femme n'avait que ça comme futur, et que maintenant, ben, lisez les romances contemporaines, et depuis, notamment Harlequin, et Émilie des romances, elles ont lancé des collections contemporaines qui défriseraient qui défriserait les protagonistes de 50 nuances de grès, parce que franchement, tout ce qui est érotique, on connaît depuis très longtemps, n'est-ce pas? Absolument, tout à fait, tout à fait. Donc voilà. Très bien, oui, tout à fait Valérie, effectivement, on nous demande souvent aussi pourquoi dans les romances des années 70-80, il y avait toujours la secrétaire et le patron. Ben, tout simplement parce que sociologiquement c'était le cas, les femmes étaient secrétaires et les hommes patrons, et évidemment les éditeurs ont suivi sociologiquement ce qui se passait dans la société, et évidemment que maintenant on a beaucoup de femmes avocates et qui ont d'autres métiers évidemment, hein, mais qui ont voilà, une carrière et qui n'ont pas simplement, effectivement, comme tu le soulignes... Et j'ai des dates, hein. Voilà, qui n'ont pas justement pour seule préoccupation de fonder un foyer. Donc la romance est un genre qui évolue, et la romance aussi est souvent perçue comme un genre uniforme, c'est-à-dire voilà, qu'il y aurait un seul modèle en gros de roman qui serait décliné à l'infini. C'est aussi une idée qui est fausse. Donc je rappelle qu'en 2010, Harlequin a publié a vendu 9 millions de livres, et bien évidemment, ce n'était pas 9 millions de fois le même livre. C'est 9 millions de livres sur 20 collections très différentes. Donc, pour vous parler des différents, ce qu'on appelle même des sous-genres de la romance, en fait, on va faire appel à Karen Haroche, qui est une lectrice donc, qui lit dans tous les genres de la romance historique dont on a parlé tout à l'heure, au paranormal, et donc il va pouvoir nous balayer un petit peu tous les différents sous-genres de la romance pour donner un petit peu une vision de ce qu'elle est aujourd'hui et des tendances actuelles. Donc effectivement, la romance c'est un secteur qui est très large, qui est très diversifié, et où il est difficile de faire un inventaire en si peu de temps, tellement c'est large et complet. Pardon de la question. Et non, au contraire, c'est intéressant. Et par rapport à la tendance actuelle en France, puisque c'est assez différent dans les autres pays, on peut dire que la romance se décline surtout en 5 grandes catégories, qui sont la romance historique, la romance contemporaine, la romance paranormale, la romance érotique et le romantique suspense. Donc c'est un peu dans l'ordre de ce qui était à la mode aujourd'hui et l'évolution de la romance. Donc la romance historique, c'est vraiment le premier genre parce que c'est ce qui caractérise vraiment le plus la romance, et comme l'a rappelé Agnès, d'ailleurs la romance moderne est née avec une romance historique qui est Quand l'ouragan s'apaise de Kathleen Woody-Lewis. Et pourquoi? Tout simplement parce que les grands codes du romantisme tels qu'on les a fantasmés toujours, même s'ils ont évolué comme les codes de l'honneur, la galanterie et les règles en tout genre, c'est vraiment dans la romance historique qu'on peut les trouver, sans que ça paraisse anachronique, désuet, même si, comme l'a dit aussi Valérie, ça a évolué, c'est écrit de façon dynamique, moderne, et du coup, ça ne nous paraît pas vieillot ou antiféministe, bien au contraire. Et cette différence justement de perception dans la romance historique, on l'a aussi dans l'image, avec l'évolution des couvertures. On a vraiment, alors que les histoires au final se ressemblent un peu, on n'a pas du tout la même perception de la romance, on parle de quelque chose de désuet à quelque chose de moderne. Et donc je vous ai apporté par exemple donc, ça, qui est l'archétype même de la romance dans les années 70-80, avec le couple complètement alangui et si possible dénudé, avec le torse huilé, c'est un peu mieux. Et Julia Quinn, avec des couvertures donc beaucoup plus sobres et beaucoup plus classe, qui caractérisent aussi les thèmes qu'on retrouve aujourd'hui dans la romance et qui n'ont rien à voir avec ce qu'on trouvait auparavant. Et la romance historique, c'est aujourd'hui plus de la moitié des romances qui sont éditées chaque mois. Pourquoi? Parce que tout simplement, la romance historique en elle-même est aussi un genre qui est diversifié en fonction de plusieurs époques. Celle qu'on retrouve le plus souvent, celle qui a le plus l'aval des lectrices, c'est le 19e siècle, donc surtout en Angleterre, avec les deux périodes, donc Régence et victorienne.
Pourquoi? Parce que Régence, qui est la période de Jane Austen, je pense oui, qu'il y a un lien évident. Ouais. Tout à fait. Et pourquoi? Parce que tout simplement, voilà, c'est un siècle qui n'est pas si éloigné, donc on a encore des repères par rapport à ce qui s'est déroulé au 19e siècle. C'est aussi un siècle charnière entre tradition, modernité, donc on peut encore évoluer dans tout ce qui est milieu noble, avec les bals, les parties de campagne, les promenades en calèche, en cheval dans Hyde Park. Et puis en même temps, on a le début de l'industrialisation, où on parlait de problèmes sociaux qui peuvent nous toucher aussi, comme la condition ouvrière, la condition des femmes, puisque c'est aussi le grand siècle des suffragettes. Et on peut évoquer tout ça dans une même romance, ce qui rend les choses plus dynamiques. Donc pour tout ce qui est ces thèmes-là, il y a des grands noms de la romance qui sont aujourd'hui des stars et qui sont vendus à des millions d'exemplaires, comme donc Julia Quinn, dont on a montré le livre, Isaac Lebas, une incontournable, Marie Malo, Elizabeth Aston, donc chez Milady Pemberley, avec aussi Victoria Dahl ou Sally Mackenzie. Le 19e siècle, oui, pardon, mais ils sont tellement, je ne peux pas tous les citer. Et pour le 19e siècle, auparavant, on parlait aussi beaucoup de tout ce qui était guerre de sécession. Aujourd'hui, le mode western, c'est aussi un peu plus diversifié. On parle davantage de tout ce qui est conquête de l'Ouest avec les pionnières ou les cow-boys et les Indiens de façon un peu romantique avec l'image du paria, de l'Indien qui est complètement mise à l'écart de la société. On a également des romances médiévales, donc les croisades, les vikings ou la conquête normande. Des romances modernes, antiques, c'est beaucoup plus rare. Et oubliez les Irlandais, là. Justement, je proteste. à la fin, c'est la romance historique qui explose en ce moment, c'est les Highlanders. Les guerriers en kilt qui font frémir toute une génération de lectrices et de lecteurs même, et qui sont aujourd'hui, qu'on retrouve partout, que ce soit chez J'ai lu, en Aventure et Passion, chez Milady ou chez Harlequin. Après la romance historique, donc on a la romance contemporaine qui est beaucoup plus simple, beaucoup moins compartimentée, et on peut dire que ça évolue plutôt vers deux directions, soit vers le côté chick lit qui n'est pas de la romance mais qui s'apparente à la chick lit, donc plus ce qui est comédie romantique, soit plus vers les romances contemporaines classiques, vers la littérature féminine, avec des grands noms comme Nora Roberts. On retrouve toujours ces héroïnes qui vont dans des petites villes pour se reconstruire après un drame et qui, grâce à elles-mêmes et grâce à un autre qu'elles vont rencontrer, arrivent à se reconstruire. Donc on a aussi Debbie Macomber, on a également Gilles Chavis, donc toujours dans ces petits villages qui attirent tellement aux États-Unis. Oui, il y en a, je ne peux pas tout citer aussi, désolée. Donc on a la romance paranormale qui explose aussi également. Donc la romance paranormale, c'est tout simplement une histoire d'amour avec un thème de paranormal qui est évoqué, que ce soit la magie, des pouvoirs psychiques, ça peut être aussi des voyages dans le temps. Les héros et héroïnes sont souvent aussi des créatures surnaturelles, que ce soit les vampires classiques, les loups-garous, les anges, les démons, des dieux de la mythologie grecque, romaine, celte, un peu de tout. Et la romance... la romance paranormale, c'est souvent aujourd'hui des séries à rallonge, parce qu'elles plaisent beaucoup et on demande justement aux auteurs de faire encore plus de tomes, avec une intrigue qui évolue tout au long de la série et un tome qui se focalise à chaque fois sur un couple en particulier. Et on a des séries qui aujourd'hui sont des best-sellers vendus à des millions d'exemplaires, comme La Confrérie de la Dague Noire de J.R. Ward chez Milady. On a également Les Gardiens de l'éternité d'Alexandra Ivy, dont l'auteur va venir en France fin mai. On a aussi donc Les Ombres de la Nuit de Crystal Cole, Les Dark Hunters de Sherilyn Kenyon, donc chez J'ai lu, ou encore Les Seigneurs de l'Ombre, donc chez Harlequin, qui a été même victime de son succès, qui est en cours de réédition, tellement on ne retrouve plus les premiers tomes. La romance érotique, donc là par contre, vous en avez déjà entendu parler beaucoup, tellement c'est à la menthe, même un peu trop. Et comme Agnès et Valérie l'ont dit, c'est pas un genre qui est né avec 50 Shades, donc toutes les lectrices de romance habituelles ne peuvent que crier quand on entend ça, puisque c'est un genre qui existe depuis très longtemps, qu'on retrouve essentiellement chez deux éditeurs, donc avec la collection, avec des noms très évocateurs comme Passion Intense chez J'ai lu, ou Spacy chez Harlequin, et puis de façon beaucoup plus récente chez Romantica chez Milady. Donc la romance érotique, c'est des romances classiques, historiques ou contemporaines, avec juste des scènes de sexe qui sont beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus évocatrices, beaucoup plus crues, et aussi où les scènes de sexe font partie intégrante de l'intrigue, dans le sens où elles permettent au couple de se découvrir et
d'avancer et de s'aimer tout simplement à la fin, puisque quoi qu'il arrive, ça va bien finir. Et pareil, donc avant E.L. James, on a des grands noms de la romance qui aussi ont fait des millions de lectrices comme en Passion intense, Robin Shaw, Lisa Marie Rice avec ses Neville hyper viril, ou les pompiers de Joe Davis qui sont aussi particulièrement bien équipés. C'est des pompiers, c'est le fantasme. Et on a aussi en spicy Sarah McCarthy, donc là c'est plus historique avec c'est des cow-boys, c'est aussi sexy, ou Megan Hart qui est très très connue aussi dans le genre. Et enfin donc le romantique suspense, donc ce sont simplement des thrillers où on a en fait l'intrigue policière donc, qui est capitale et qui est aussi bonne que dans n'importe quel thriller, mais juste en parallèle on a aussi l'intrigue romantique qui est aussi importante en fait que l'intrigue policière en tant que telle. Donc aussi très présente chez J'ai lu et chez Harlequin. Et j'ai ouï dire que peut-être chez Milady on aurait bientôt des romantiques suspense, puisque c'est un genre qu'on attend et qu'on aime beaucoup en ce moment. Donc effectivement la romance est très large, très variée, il y en a pour tous les goûts. Et chaque style représente en fait une passerelle, une porte d'entrée vers la romance pour ceux qui ne connaissaient pas à la base et qui viennent d'autres univers. Merci beaucoup Karen. Et effectivement, en rebondissant sur la romance érotique et E.L. James, qui n'est pas une génération spontanée, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, un des codes du genre de la romance, et ça depuis Quand l'ouragan s'apaise, c'est effectivement, et ça n'a pas participé à lui donner une bonne réputation, c'est effectivement qu'on suit les héros jusque dans la chambre à coucher, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'intimité est partie intégrante de l'histoire voilà, sentimentale et de l'histoire des émotions. Voilà. Donc c'est un des codes de la romance et c'est important de le souligner. E.L. James est issue de cette tradition de la romance, vraiment, même si peut-être elle-même n'en est pas consciente. Alors, dernier axe que nous allons évoquer au cours de cette table ronde, la romance. La romance est un genre quasi exclusivement anglo-saxon. Et donc, pour vous en parler, nous avons fait venir l'exception qui confirme la règle, Cassandra O'Donnell, qui est un auteur français de romance. Donc, pour l'instant, encore une exception. Donc, Cassandra O'Donnell qui a écrit d'abord de l'urban fantasy avec donc, la série Rebecca Keane qui a connu un grand succès en 2011-2012 et qui se poursuit d'ailleurs. Et donc, qui a publié en mars Sans orgueil ni préjugés. Vous ne voyez pas du tout d'allusion là-dedans. Donc, une romance située à l'époque de la Régence. Donc, Cassandra, qu'est-ce qui vous a amené à écrire de la romance et à passer du genre de l'urban fantasy, qui est de la littérature populaire aussi, à la romance, qui est un autre genre de littérature populaire? J'aime bien la romance historique. Et je trouvais qu'il était intéressant, enfin pour moi, en ce qui me concernait moi, je m'intéressais assez au mécanisme narratif pour moi, c'était purement technique. Donc ça m'intéressait de savoir pourquoi nous, les Françaises, on n'écrivait pas de romances, ou alors pas du tout de la même façon. Parce que ça existe, on écrit des romances. Mais ça n'a rien à voir avec le roman sentimental à l'eau de rose, tel qu'on peut les avoir dans des collections bien précises. Donc ce qui m'intéressait, c'était de savoir si on était capable à peu près de reproduire ou pas. Donc c'était un pari avec mon éditrice qui m'a dit « Les Françaises ne savent pas écrire ». Je lui ai dit « Allez, check, on y va, on va voir ». Et c'est parti comme ça. Moi, j'aimais bien. Donc, à la base, c'est surtout ça. Mais de toute façon, si les Françaises n'écrivent pas de romance, c'est parce qu'il y a une hiérarchisation des genres. Et que la romance, c'est le bas de gamme. Il faut être très clair, c'est le bas de gamme, le roman à l'eau de rose. Quand vous êtes auteur, eh bien, en général, on écrit sous pseudo, on rase les murs, et même si on vend des millions d'exemplaires, ça, c'est pas le problème. Mais la plupart des auteurs français, des jeunes auteurs français, ont même ça dans la tête. C'est inconscient, mais on l'a tous. Donc, ils n'aiment pas se faire cataloguer non plus, il faut être très clair. Si on écrit de la romance, en général, c'est qu'on n'est pas forcément très très bon. C'est en tout cas pas un génie. Voilà, ils sont partis de ces idées préconçues, qui sont des vastes fils historiques, puisque la légitimité de la romance, elle tient dans le nombre de lecteurs. On en a besoin, et puis en plus, lire, c'est pas seulement, enfin, pour moi en tout cas, c'est pas seulement élever son esprit. Dans ces cas-là, je vais lire Montesquieu, Pascal, il y a des œuvres magnifiques et tout a été mieux dit, mieux écrit. Même des écrivains actuels n'arriveraient même pas à la cheville de ces auteurs-là. Donc si vous voulez, le problème n'était pas là. Pour moi, c'est un acte de plaisir.
Donc on peut lire des lectures très construites, etc. Et de temps en temps, on a besoin de s'évader, purement et simplement. Et pour ça, je ne vois pas pourquoi les femmes devraient culpabiliser de lire de la romance. Je trouve ça, moi personnellement, ça m'énerve la façon A, dont on culpabilise les auteurs, B, dont on culpabilise surtout les lectrices. C'est d'une condescendance, d'une arrogance hallucinante. Donc voilà, je me suis dit, bah, moi je vais tenter le coup. Et puis, bah, voilà, je trouvais que c'était dommage de ne pas le faire, en tout cas. Et puis, je trouvais que c'était un peu snob et que c'était un pari rigolo. Et je ne voyais pas pourquoi. En gros, c'était ça. Alors, il est intéressant de noter que cependant, vous avez choisi un pseudonyme anglo-saxon. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est parce que je l'avais déjà en urban fantasy. La fantasy urbaine, à la base, c'était enfin, celle qui fonctionnait, celle qui était vendue dans les grandes maisons d'édition, elle était anglo-saxonne. Donc, avec mon éditrice, on s'est dit, pour éviter les préjugés, on va le dire un petit peu plus tard, on va laisser la série vivre. S'ils aiment, c'est vraiment parce que voilà, la série est bonne et que ça leur convient, mais au moins ils n'auront pas de préjugés avant, en se disant c'est français, c'est mauvais. C'était ça, l'égalité. Donc on a laissé et on a annoncé au 3e tome que c'était une série française. Et comme j'avais commencé avec ce pseudo, je me suis dit autant continuer avec. Mais de toute façon, voilà, c'est pas quelque chose que je cache, le fait d'être française. Je le dis, je le redis, je l'assume, il n'y a pas de problème. C'est simplement parce qu'on a gardé le même nom plume. On trouvait que ça aurait été bizarre de changer pour chaque genre. Il y a des auteurs qui changent de pseudo dans les genres, quand ils écrivent dans des genres différents. Moi, pas du tout. Alors, au niveau des auteurs de romances américaines et des auteurs éventuellement françaises, vous avez remarqué qu'il y avait une grande différence dans la façon de percevoir le métier d'auteur, en fait, et peut-être aussi dans la façon d'être formé, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a une vraie et véritable école de... Oui, oui, ils ont des ateliers d'écriture. Ils n'ont pas du tout le même rapport. Je discutais tout à l'heure avec Elisabeth qui me disait qu'en Angleterre c'était pareil, on méprisait les auteurs de littérature sentimentale. Bon, je crois que c'est plutôt européen, mais je pense que c'est moins culpabilisant aux États-Unis, et pour le coup ils ont des ateliers, donc ils sont formatés, parce qu'il faut savoir que c'est plein de stéréotypes, même si voilà, on a des codes, et c'est ce qui rend les choses intéressantes. Il y a l'élément perturbateur, c'est toujours le couple, et ça finit toujours bien. Ça fait du bien. Donc, en gros, on sait ce qu'on va trouver. On cherche quelque chose, on sait. On va le trouver, point. Et on a envie de ça. En plus, on trouve ça rassurant. On sait à quoi s'attendre, on ne peut pas se faire leurrer sur la marchandise. Et je trouve ça plutôt pas mal. Et dans le sens où les Américaines, effectivement, elles suivent des ateliers, etc. En France, on n'a pas du tout ça. On ne fonctionne pas du tout de la même manière. On ne va pas étudier un genre, nous, en tant qu'auteurs. Donc, effectivement, après, il faut décortiquer. C'est un travail un peu laborieux d'imprégnation. Pour l'urban fantasy, évidemment, ça a démarré un petit peu plus tard en France parce qu'on a mis du temps à s'imprégner du genre, parce qu'il est arrivé beaucoup plus tard en France. Enfin, il est arrivé avec les Laurel K. Hamilton dans les années 90, mais ça a été peu édité et pas très longtemps. Donc, en gros, il a fallu un temps d'imprégnation en urban fantasy. Dans la romance, c'est autre chose, c'est plutôt la culpabilisation. C'est-à-dire, il faut être très clair, les critiques littéraires, même les libraires, je veux dire, on est des pestiférés quand on écrit de la romance. Et la romance est très très mal perçue. Et où elle est vendue, la plupart du temps, c'est dans les hypermarchés. Et les femmes l'achètent en douce. Et elles évitent de les lire dans les endroits publics, souvent. Il faut être très clair. À la limite, elles préfèrent lire dans un endroit public un porno chic. Non, mais elles vont vous lire 50 Shades, ça, il n'y a pas de problème. Mais pour lire la romance, Lana, elle glisse carrément dans le caddie, quoi. Et là, moi, je trouve que c'est dommage que les lecteurs de romance arrêtent d'avoir honte de lire de la romance, qu'ils l'assument, comme nous, on va assumer en tant qu'auteur, d'en écrire. Donc, à partir de là, moi, je trouve que la légitimité, on l'a parce qu'il y a des chiffres de vente très importants et qu'il faut arrêter de penser que moi je trouve qu'une minorité ne peut pas terroriser la majorité, vous voyez. C'est-à-dire expliquer aux gens ce qu'on doit lire ou ne pas lire. Moi je pense que les gens sont assez grands, ils vont lire des œuvres très compliquées. Moi je peux passer, je sais pas, n'importe quoi. Je peux passer d'Umberto Eco au livre d'Elisabeth sans aucun problème. Je veux dire que c'est pas voilà. On peut tout lire et assumer aussi de tout lire. Donc le jour où les lectrices, et je sais qu'il y en a parmi vous, assumeront et diront clairement « moi j'ai de la romance et si ça vous plaît pas, bah, c'est dommage parce que nous on a une légitimité, on est des millions en France »,
Et on n'est pas plus con, logiquement. Donc bref, voilà. Si vous voulez, voilà. Et là, nous, en tant qu'auteurs français, on aura les auteurs français derrière qui peut-être auront un peu moins peur. Voilà. Et qui se diront pas qu'ils vont se faire cataloguer, mépriser, ou voilà. Donc c'est tout. C'est parce que, en fait, on a du mal à accepter que la littérature soit un produit de masse en France, un produit de consommation de masse, point. Parce que les Américains considèrent ça comme un produit, et nous, la littérature, c'est autre chose. Vous comprenez, on est en France quand même, faut pas déconner les gars. Donc, et ils se prennent très au sérieux les écrivains, hein. Et les éditeurs, ils rigolent pas là-dessus. Hein. Si vous dites à un éditeur, je fais de la romance, il va vous regarder avec des yeux ronds, et il va me dire, j'ai été ravi de vous rencontrer. Non, mais ouais, très clair. Donc voilà, voilà comment moi je le perçois et voilà pourquoi j'en ai écrit. En gros, c'était, ben moi j'aime bien la romance et je vous emmerde. Est-ce que Cassandra peut nous parler quand même de Sans orgueil ni préjugés qui sort ce mois-ci? I'd just like to add that in England there is exactly the same feeling, because it's written by women for women, and therefore. And I belong to the Romantic Novelists Association in England, and also to the crime writers, because under a different identity I write crime. And the crime writers like to say that the romantic novelists, we're all bitchy. We are all, we're not nice people, because we're all these women, we're witches. And this is it's a prejudice. I don't think it exists in the United States. I think the Americans are very proud of their romance authors and treat them with respect. But certainly in England, as in France, there's a big intellectual snobbery. Excusez-moi. Alors, je voulais juste ajouter qu'effectivement, en Angleterre, il y a le même phénomène. La romance est vue comme un genre qui est écrit par des femmes, pour des femmes. Donc, du coup, voilà, elle a fait un petit son, mais j'ai pas pu la regarder en même temps. En tout cas, moi, j'appartiens donc à l'association des auteurs de romance et j'appartiens aussi à l'association des auteurs de romans policiers britanniques, puisque sous un autre nom, j'écris également des romans policiers. Et ce qui est très très rigolo, c'est que les auteurs donc, de romans policiers disent tous que les auteurs de romance, c'est des nanas qui sont pas sympathiques, qui sont un peu, comment on dit, bitchy, qui sont un peu mauvaises, et du coup, qui sont des espèces de sorcières. C'est vraiment des préjugés qui, je crois, n'existent pas aux États-Unis, parce que je crois que les Américains sont très fiers de leurs auteurs de romance et qu'ils les traitent avec respect. Mais en Angleterre également, on a cette espèce de snobisme. Donc Cassandra, est-ce que pour terminer, vous pouvez nous parler un petit peu de votre roman Sans orgueil ni préjugés? Oui, Sans orgueil ni préjugés, voilà, j'installe, c'est une galerie de personnages, de discussions amusantes. Il y a toujours beaucoup d'humour. Moi, c'est une des choses que j'aime dans la romance, sont les romances où il y a énormément d'humour. Donc, la première série d'ailleurs où j'ai beaucoup ri, c'est vrai, une des premières, c'était avec la famille Mallory, ce dont on parlait mal, j'adore cette série. Donc bref, résumé, j'ai voulu faire quelque chose de très léger. C'est ce que je disais, un petit peu comme une coupe de champagne, voilà. C'est ça, et c'était intéressant d'installer cette famille, ces personnages, un couple qui, alors par contre, contrairement aux anglo-saxons, qu'on retrouve et dont les personnages et le passé va être approfondi au fil des tomes. Parce que c'est plutôt une saga familiale à la base, et je le traite différemment, c'est-à-dire que souvent, vous avez dans la romance une histoire d'amour, on ne retrouve plus les personnages ou très peu derrière, et ça s'arrête là et on passe à un autre couple. Moi, j'ai décidé de travailler différemment, de le faire justement pour que, voilà, on a une petite patte, on est française, on trouve un truc. Moi, j'avais envie d'approfondir, comme en urban fantasy, mes personnages au fil des tomes. Donc, on va les garder, on va continuer à les découvrir. Il y a un premier couple, c'est forcément drôle, je vous le dis tout de suite, c'est comme les Rebecca, il y a beaucoup d'humour. C'est léger, j'espère que vous aimerez l'écriture, elle est un petit peu différente aussi de ce que font les anglo-saxonnes. Et puis, on verra bien s'il y a un bon accueil ou pas, je sais pas. On verra si ça va pas réussi ou pas. On l'espère.
on l'espère. Voilà, on arrive un petit peu au bout du temps qui nous a été imparti. J'espère que pour ceux et celles qui ne connaissaient pas le genre, on a réussi à vous convaincre que la romance est vraiment un genre littéraire à part entière, qui existe depuis longtemps et qui est là pour durer, que c'est un genre qui est à la fois évolutif et multiforme, et qui rencontre un énorme succès à travers le monde. Nous, à travers le site Les Romantiques, on a pu constater que les lectrices de romance, pour donner un petit chiffre pour terminer, lisent à peu près en un mois ce que le français moyen lit en un an. Donc l'édition française peut continuer à mépriser les auteurs, les lectrices et les romans, mais au moins ne méprisez pas la manne financière que ça peut représenter et qui peut peut-être permettre de financer des choses hautement littéraires par ailleurs. Donc est-ce que mes collègues ont d'autres choses à rajouter par rapport à cette table ronde? Donc on va vous remercier d'être venus nombreux pour découvrir peut-être pour certains la romance et pour d'autres de la lire. Et vive la romance! Elisabeth Aston est en signature sur le stand Milady Romance de 12h à 13h, donc avec ses 3 romans, Les filles de Monsieur Darcy, Les aventures de Miss Alethea Darcy et Darcy dans l'âme. Et Cassandra O'Donnell est également en signature sur le stand J'ai lu, aussi bien pour Rebecca Keane que pour Sans orgueil ni préjugés, de 12h à 14h. 12h à 14h chez J'ai lu, 12h à 13h chez Milady Romance. Et donc n'oubliez pas Onirique et Au boudoir écarlate, 2 très bons sites de référence. Voilà. Et pour celles qui le souhaiteraient,